Salut à tous et bienvenue dans Long Live, le podcast de la longévité. Cette semaine, on parle de rythme, de quotidien, d'équilibre. À chacun son rythme. C'est d'ailleurs le titre du livre de notre invité. On reçoit Alyosha Wald, avec qui on va essayer de trouver des pistes pour se rapprocher d'un équilibre au quotidien. Nous sommes à Wojo-Saint-Lazare, notre espace de coworking préféré dans Paris, que l'on remercie pour son accueil. Bonjour Alyosha. Bonjour Lucille. Ça va ? Très bien, merci. Alors donc, tu es journaliste, essayiste, scénariste de bande dessinée, musicien, professeur de philosophie à l'université de Lille, donc philosophe, et tu es aussi père de famille de 2 enfants. Exact. Auteur de plus de 15 livres, dont le dernier, À chacun son rythme. Alors, ma première question, Allons-y. c'est comment on fait pour faire tout ça avec un rythme qui te convient ? Bonne question. Rien n'est gagné d'avance. On teste des choses, on essaie de voir si on arrive à conjuguer différentes activités parce que chacune fait du bien. Moi, je dirais mon activité principale quand je me lève le matin, c'est d'aller voir mes élèves, mes étudiants. Voilà, là où je transmets un savoir, je suis dans une salle de classe, on est entre nous, on transmet une parole. Bon, je sais qu'on n'enseigne plus comme on enseignait il y a 5-10 ans, mais moi je suis très sensible au fait qu'on co-crée les cours aujourd'hui, les élèves participent davantage, etc. Donc ça a évolué aussi. Donc le travail principal que je fais, c'est plutôt transmettre, partager, enseigner, mais là aussi, pas comme on faisait avant. Je pense qu'il y a eu des changements là-dessus, et moi en tout cas, j'essaye d'y participer. Après, évidemment, j'allais les dire en même temps, père de famille, comme on l'est toutes et tous, père ou mère de famille, la famille, ça occupe la place principale. C'est quand même notre quotidien, notre vie, qu'on organise. Les enfants grandissent, le temps passe. On ne fait pas toujours les mêmes choses, et on ne se connaît pas non plus définitivement. On apprend beaucoup. Moi, j'apprends beaucoup de mes filles, qui me surprennent toujours et qui me... dont je suis très contente de voir un jour qu'elles veulent faire telle ou telle chose, qu'elles ont envie de telle ou telle chose. Et puis après, mon petit jardin secret, c'est la musique. Parce que ça, c'est un moment où, peut-être un peu comme le sport ou comme les activités où on est vraiment dans l'instant, on est dans quelque chose d'intense, on y va, on partage, et puis on pense à rien d'autre, on est vraiment investi. Et ça fait du bien parce que c'est des moments où on ressent des choses, donc c'est mes 3 finalement. Donc c'est ton équilibre ? Activités, oui, voilà. Oui. Mais comment est-ce que tu fais pour avoir un équilibre pro, perso, passion ? Qui te fait plaisir vraiment et qui te maintient aussi parfois dans plus d'énergie. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ça et avoir un rythme qui nous convient ? Oui, c'est ça. Mais en fait, on évolue. Moi, j'ai 47 ans aujourd'hui. Je n'ai pas le même rythme que quand j'avais 27 ans ou quand j'étais étudiant. Il y a des passions qui durent. Je pense que même si des fois on les arrête, on les retrouve. On peut très bien laisser à un moment donné une passion. Je ne sais pas si on aime les voyages, les expos, la peinture, construire des choses, fabriquer des choses, des moments qui sont vraiment à soi. On n'a pas toujours, quand on est vraiment en plein milieu de son activité professionnelle, quand on est vraiment au sommet de son déploiement pro, on n'a pas toujours le temps. On a la famille, le travail. Alors la passion, on dit quand j'étais jeune, j'aimais ça, finalement, je n'ai pas pu le développer. Moi, je pense qu'il faut toujours garder un lien avec ces petites choses qui nous touchent, qui nous caractérisent aussi. Et on peut la retrouver à d'autres moments de la vie, par des occasions où on se dit, tiens, allez, je vais prendre cette fois-ci du temps pour moi et je vais faire de la peinture, de la sculpture, du dessin, de la musique, s'occuper d'animaux, faire des voyages, voilà. Parce que du coup, là, ce que tu me dis, c'est que finalement, le rythme, ça va, ça vient. Est-ce qu'il y a un bon rythme à tout instant de la vie ou est-ce que de toute façon, quoi qu'il arrive, à des moments donnés, on est un peu obligé d'en être coupé ? Et déjà, en fait, c'est quoi le rythme ? Oui. C'est quoi le rythme ? C'est le bien-être ? En fait, moi, mon idée, c'est que le temps, c'est pas du tout le rythme. Le rythme, c'est pas du tout le temps. Le temps, c'est les journées de 24 heures, c'est le temps qu'on a toutes et tous. C'est quelque chose qui est une sorte de socle, de structure. Mais le rythme, c'est la manière dont on va le construire, l'apprécier, le ressentir. Le temps. En fait, non, c'est justement... Le temps, c'est quelque chose d'objectif. Mais le rythme, c'est comment est-ce qu'on intègre le temps à sa vie ? Pour te donner un exemple simple, toi qui pratiques justement beaucoup la course, l'activité sportive, etc., on ne court pas au même rythme. On a besoin de repères au début pour essayer de trouver sa propre cadence, son tempo. Donc, on fait appel à un coach ou une coach comme toi pour avoir des conseils, pour pouvoir apprendre des choses. Parce que ce n'est pas forcément immédiat, naturel.
faut connaître son corps, hein, c'est pas évident, il faut connaître son souffle, enfin voilà. Le rythme, c'est tous les éléments qui sont imperceptibles. Parce que le temps, tu vois, moi je peux te dire, là il est 3h10, ou il est telle heure, ou etc. On est tel jour. Le temps, c'est objectif. Mais le rythme, c'est comment on va investir ce temps et en faire quelque chose à soi. Et c'est là où on va être en phase avec quelque chose qui nous correspond, mais je pense qu'il n'est pas thématisé tel quel. C'est aussi un ressenti. Et c'est en expérimentant des choses, une fois on court à telle vitesse ou avec d'autres personnes, il y a le rythme individuel, le rythme collectif. Par exemple, moi j'ai des amis qui me disent viens, on va courir le matin. Pour eux, la journée commence par... Voilà, c'est ça qui nous met en forme, c'est le rythme matinal, la course matinale. Bah, moi, en fait, je me suis rendu compte que c'est plutôt le soir, moi, parce que ça me permet de me défouler de la journée, d'évacuer le stress de la journée, de vraiment de me vider et de me dépenser physiquement à ce moment-là. Donc, tu vois, le rythme, c'est comment on va habiter son temps, comment on va trouver ce qui nous correspond, et c'est plutôt qualitatif. C'est plutôt quelque chose qui est une qualité qui n'est pas subi. Oui, qui n'est pas subi et qui n'est pas automatique. C'est comme aussi l'alimentation. Qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien? On va suivre des conseils, on va expérimenter, on va essayer, et puis on va trouver après ses habitudes alimentaires, sa manière de manger, de consommer, des choses comme ça. Tu vois, donc le rythme, c'est vraiment investir un temps sans forcément être subir ce temps, être soumis à ce temps. D'accord. Moi, j'adore ce concept. J'ai beaucoup aimé ton livre. Là, je l'ai bien parcouru. À chacun son rythme. J'ai trouvé ça très intéressant. Mais je trouve que concrètement, dans mon quotidien, c'est quand même hyper difficile d'avoir un rythme quand... prenons vraiment mon exemple concret. Donc, la femme, 43 ans, mère de 2 enfants, 10-14 ans, mariée, habite à 45 minutes de son lieu de travail en région parisienne. J'ai plein de passions. J'ai un travail qui me passionne. J'ai aussi mes amis que j'ai vachement envie de voir. Et en fait, j'ai plus l'impression... Pourtant, je me suis vraiment... j'ai choisi récemment d'avoir plus un lifestyle business. Donc, je n'ai plus de salariés. J'ai un rythme de travail beaucoup plus doux. Mais malgré tout, je trouve que de trouver son rythme, vraiment d'être en accord permanent avec ce que je devrais vivre, c'est pratiquement un vœu pieux et impossible. Parce que mes enfants, ils doivent être à l'école à 8h20, parce que, tu vois, parfois, il y a des problèmes de transport, donc ça te fait un coup de rush. Et puis, finalement, tu as envie d'aller courir, mais il fait un temps horrible. Et tu as un fractionné à faire, mais tu te sens crevé. Ouais, bien sûr, c'est des contraintes, ça c'est des contraintes. Moi, c'est ce que j'appelle les cadences. Le seul problème, c'est que dans la vie d'aujourd'hui, les cadences sont quand même très très rapides. On est plutôt dans la vitesse, dans l'accélération, dans une sorte de vitesse permanente. Donc les cadences qu'on subit, ça on n'y peut rien. On peut pas effectivement dire aujourd'hui je vais emmener mes enfants à 9h30 parce que exactement. Finalement j'ai envie de prendre mon temps aujourd'hui. Exactement. Et si je me suivais mon feeling, je ferais comme ça. Mais ça c'est des contraintes, c'est des cadences sur lesquelles tu ne peux pas agir. C'est pas que tu subis, c'est que si tu emmènes tes enfants à 9h20 tous les jours, à un moment donné... J'ai la DAS sur le dos. Ah bah ouais, la DAS, la directrice d'école, les autres parents dire ouais mais nous aussi on veut faire pareil, on aimerait bien aussi. Donc en fait ça c'est des contraintes qui sont en fait à long terme les moyens de sociabiliser, d'obtenir des choses qui sont justifiées par ces obligations. Le travail, ça a une finalité. Mais je pense, moi, c'est pas là-dessus que je dis. C'est qu'aujourd'hui, dans notre société, on a besoin de sens. On a besoin aussi de moments où c'est pas simplement des finalités purement matérielles, purement, finalisées, organisées, avec une visée. Je pense qu'au sein de ces espaces-là, on peut créer des suspensions de temps. Par exemple, à l'école... moi, ce qui m'intéresse plus, c'est pas le fait qu'il faut arriver à 8h ou 9h. Ça, moi, je me dis, c'est obligatoire et c'est même très bien. Parce qu'on va pas faire arriver les enfants à leur rythme, justement. C'est impossible. Mais non, c'est impossible. Mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on leur apprend et comment on le fait. Parce que si le prof dit vite, dépêchez-vous, on est en retard. Ah bah vite, vous devez finir votre travail. Enfin, si, tu vois, la qualité de partage dans l'espace pédagogique, dans l'école, dans les moments de... Mais je pense que ça, c'est très précieux. Et il faut qu'on trouve les lieux où nos enfants s'épanouissent.
Moi, par exemple, j'interviens beaucoup dans des universités populaires, des universités pour tous, c'est-à-dire des sortes d'universités de loisirs où on apprend à tout type de public, le samedi, le dimanche, le soir, etc. Et c'est des moments où on prend le temps, où les gens viennent parce qu'ils sont un peu hors des contraintes, tu vois, classiques, traditionnelles. Et là, on peut partager. C'est des moments, en fait, où un peu suspendus, mais qui se complètent. Hein. Moi, je pense pas qu'il faille faire, et tu as raison, sinon c'est un vœu pieux. On peut pas faire table rase de toutes les contraintes, de toutes les obligations. Allez, on part en voyage. Allez, on arrête tout. Allez, on flambe. Allez, Parce que la finalité derrière, c'est que être libre, la liberté, c'est être responsable. La liberté, c'est être responsable. Ah bah oui, quand on te dit fais ce que tu veux, bah tu dis oui mais non, moi je fais pas ce que je veux, j'ai mes enfants, j'ai mon travail, j'ai mon mari, j'ai ma vie, j'ai mes collègues, j'ai une personne qui me suivent, etc. Donc la liberté, c'est être responsable, c'est-à-dire c'est faire des choix, se restreindre, suivre des contraintes, mais il y a des moments où on peut créer effectivement des espaces plus à soi. Donc dans ces cas-là, est-ce que le rythme, c'est pas plus... Est-ce qu'on pourrait le traduire comme mettre un peu de qualité, des instants de qualité dans son tumulte quotidien? Oui, c'est ça. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire trouver plus de qualité que de quantité. Parce qu'on pourrait faire 1000 choses en une journée et foncer tout le temps et on sera toujours en retard ou à la recherche de telle chose. Il y aura toujours plus. Mais en fait, je pense qu'on est vraiment à un tournant de société. La consommation, c'est super parce que c'est aussi la liberté, c'est aussi se faire plaisir, etc. Mais aujourd'hui, on a besoin plutôt de, si tu veux, pas de posséder les choses, pas d'être forcément dans l'avoir, pas forcément, mais d'être quand même dans le vouloir, dans quelque chose qui nous fait plaisir. Au lieu de partir en vacances, tu vois, tout le temps, ou le plus vite possible, on va plutôt essayer de trouver des choses qui nous plaisent, qui nous correspondent, préparer mieux les choses, prendre plus le temps pour faire les choses avec des gens avec qui on est bien, etc. C'est-à-dire, il faut privilégier effectivement la qualité que la quantité, et plutôt l'être que l'avoir, c'est-à-dire effectivement pas forcément faire beaucoup et dire ah bah moi j'ai fait 15 pays cette année, je suis allé et j'ai collectionné tous les drapeaux, c'est pas la course et le problème c'est qu'on est un peu quand même poussé à ça. Mais je sais pas par la consommation déjà. Je veux dire, la consommation, c'est après Noël, c'est le Nouvel An, après le Nouvel An, c'est d'autres choses, et on est aussi sur une charge qui peut être quand même... je parle là par exemple du fait de consommer, qui est quand même... qui est un peu le nerf de la guerre, du rythme et du surrythme. Exactement, de notre société de bien-être. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est qu'on est toujours dans la surenchère, on reçoit des mails pour tout, il y a des soldes, et ensuite il y a des sursoldes, il y a des pré-soldes, des préventes. Et donc, ce qu'il faut, c'est essayer de... C'est pas évident, hein, parce qu'on est pris... Là, je pense qu'on est vraiment pris dans une cadence, alors que là, c'est absolument pas l'endroit où on devrait être soumis à ces rythmes. Pourquoi courir pour acheter tel produit? Est-ce qu'on est vraiment sûr que ça nous plaise? Est-ce que moi j'ai l'impression, moi je suis assez bon client, j'aime bien consommer, acheter, me faire plaisir. Et de temps en temps, mes filles me disent franchement, tu l'as pas déjà fait ça plein de fois? L'autre fois, tu n'étais pas si content d'aller faire telle chose, tu vois. Donc il faut de temps en temps, faut savoir prendre un peu de recul et privilégier le rythme à soi, voilà. Et comment est-ce que tu en es venu à parler de ça quand on est prof de philosophie, musicien, auteur, papa? Est-ce que c'est cette notion du temps en philo qui t'a plus intéressé? Comment est-ce que la philosophie peut nous aider en fait à trouver ce rythme? Pour moi, c'est pas vraiment la philo qui m'y a amené, c'était plutôt la musique, l'art en général. C'est-à-dire qu'en fait, devant un tableau, devant une musique, je sais pas, les choses, ou devant un film, une série, enfin tout ce qui nous fait plaisir, quoi, qu'on aime regarder, on n'a pas toujours les mêmes réactions. Il y a des gens qui sont embarqués tout de suite dans une série, on est à fond, c'est un gros phénomène, Squid Game, ou je sais pas, voilà, des grosses séries, des gros phénomènes. Après, on regarde ça, on se dit, bon, ouais, nous, ça nous correspond forcément pas toujours. Et on est un peu pris aussi dans des choses. Ah, t'as pas vu ça, t'as pas vu ce film, t'as pas vu telle chose, etc. Et moi, quand j'étais jeune, j'étais quand même assez vintage, quoi. Tous mes copains avaient des mobs ou je sais plus quoi. Moi, j'étais plutôt en vélo. Tout le monde écoutait Nirvana. Moi, j'étais plus Freddie Mercury. Enfin, je sais pas, j'ai toujours... On pouvait être les deux en même temps. On pouvait être les deux parce que c'est génial, bien sûr. Mais à un moment donné, tu vois, on s'identifie à des codes sociaux, à des sortes de choses qui font qu'on a tel ou tel copain, etc. Et puis, il faut pas forcément courir à cette reconnaissance, à cette appartenance de groupe, et puis pas être forcément pris par les effets de mode, mais essayer, voilà. Moi, par exemple, ce que j'aime le matin, effectivement, c'est danser, écouter de la musique funk, parce que ça me...
je sais pas, j'ai l'impression que la journée va bien se passer. La journée va bien se passer, ça m'amuse. Je fais des abdos et en même temps après je me prends un petit moment de danse et tout parce que ça c'est cool. On a plein d'objets connectés, on peut se faire des vidéos quand on veut. Voilà, ça c'est génial. Moi je suis vraiment fan de toute la technologie, mais en même temps il faut trouver ce qui nous fait plaisir sans être forcément. En fait, comment est-ce qu'on arrive à savoir si on a le bon rythme ? En fait, est-ce qu'il y a un truc qui fait qu'on ressent ? C'est-à-dire que quand rien nous coûte, quand on fait les choses sans que ça nous coûte, par exemple, est-ce que c'est là qu'on sait que si on est dans le bon rythme ? Est-ce qu'on doit quand même faire un minimum de concessions ? Est-ce qu'il y a un pourcentage de concessions un peu autorisable ? Ouais, en fait, juste pour finir, on avait discuté avec un sexothérapeute, il n'y a pas très longtemps, Dr Boujaoudé, qui nous a quand même parlé de l'épuisement majeur d'un fort pourcentage de la population, notamment des hommes, mais aussi des femmes, mais notamment des hommes. Quant à la santé sexuelle des hommes, vraiment beaucoup d'épuisement. Comment est-ce qu'on sait si on est juste fatigué, épuisé, pas dans le bon rythme ? Comment est-ce qu'on le ressent, ça ? Normalement, je pense qu'on ressent ça. C'est quoi les signes ? Oui, les signes qu'on est quand même dans le bon rythme, c'est-à-dire à un moment donné, on est content d'être là, on veut pas être ailleurs. On est au bon endroit au bon moment. On est sur un stade en train de courir, on est avec son vélo à la campagne, on est dans un moment où on est... on ne se voit pas ailleurs. Ouais, on n'a pas envie d'être ailleurs, on est bien et on ressent pas justement la contrainte, la fatigue, etc. Moi, il y a en tout cas en sport par exemple, le vélo. Moi, je peux faire 1-2 heures de vélo, 3... j'ai l'impression que parce qu'il y a un environnement, c'est comme quand on court aussi, il y a un environnement qui change autour de nous, donc on ne se lasse pas. C'est plutôt confortable, on a un vélo qui nous convient bien, on est parti à la bonne heure. Bon, avec les conditions météo, c'est pas toujours facile, mais en fait, on est dans un état où on pourrait continuer et on n'a pas de sensation forcément de fatigue. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention aussi à faire des pauses, à s'hydrater, à se reposer, etc. Mais c'est des moments où on se dit, tiens, moi j'ai trouvé... quelque chose qui vraiment me fait plaisir. Il y a un autre exemple, moi c'est par exemple quand j'étais pas trop foot quand j'étais jeune ou les sports collectifs, mais par exemple quand je fais du tennis, je ressens, parce que les gens avec l'âge, il y a quand même aussi, il faut faire attention, il y a une certaine fatigue, il faut s'entretenir, faut faire... Et là, à chaque fois que je joue au tennis, je me sens totalement libéré, j'ai plus du tout de contraintes, mes jambes sont légères. Alors, maintenant, j'anticipe et je sais qu'il faut faire des exercices avant, des exercices après, qu'il faut faire des pauses, s'hydrater. Mais voilà, quand on a trouvé ce rythme, moi j'appelle ça le rythme relation, c'est-à-dire qu'on est connecté, on a une relation au réel, on a une relation aux autres, on est content, on sourit, on partage. Mais ça peut être avec ses enfants, les parents avec ses enfants, les grands-parents avec leurs petits-enfants. Ça peut être le rythme relation, c'est quand on a réussi, voilà, on est bien, on échange, on est content, on n'a pas envie d'être ailleurs, on parle de choses qui nous plaisent. Et ben on a créé un rythme relation. On pourrait être dans la contrainte, on l'est pas. On est dans le plaisir. Et du coup, le temps dont on parlait au début, il est passé d'un temps contrainte à un temps plaisir, à un temps où ça va peut-être, finalement passer plus vite. Donc comment est-ce qu'on s'en rend compte ? Est-ce que c'est ces moments-là un peu de grâce où finalement on se dit tiens en fait j'ai vraiment kiffé aujourd'hui, kiffé son travail ou une réunion ou un moment agréable. Est-ce qu'il faut en avoir plusieurs dans la journée ou juste un ? En fait, comment est-ce qu'on sait si on est dans le bon ou si on tire trop la corde. Oui, mais c'est sûr, c'est pas facile. Hein. Qu'est-ce que la philosophie nous dit d'ailleurs sur ça ? Est-ce qu'il y a des auteurs qui en ont déjà parlé ? Ou est-ce que c'est nouveau finalement ? Mais je pense qu'on peut s'inspirer de pas mal de philosophes parce qu'on a aujourd'hui accès justement même par internet à plein d'archives ou plein d'exemples de philosophes qui peuvent nous aider dans même aussi dans leur vie quotidienne d'ailleurs, parce que je ne sais pas quelle image on a d'un philosophe, mais on se dit c'est quelqu'un qui est très sérieux déjà, qui est très concentré, qui passe son temps à réfléchir sur le monde, à lire, voilà, c'est ça, qui est un peu dans sa tour d'ivoire, un peu isolé des autres, qui regarde ça un peu avec surplomb et qui donne des grandes théories sur tout. Bon, moi ça m'intéresse pas ces philosophes-là. Moi j'aime bien les philosophes du concret, qui aussi agissent dans le monde, qui essaient de le changer, c'est un bien grand mot, mais d'y participer du moins. Un exemple que je peux te donner, je trouve que c'est intéressant, c'est le philosophe Jean-Paul Sartre, qui est peut-être moins connu aujourd'hui, mais qui était quand même une grande figure de Saint-Germain-des-Prés, de l'existentialisme, etc., qui expliquait que la caractéristique de l'être humain, c'est une sorte d'angoisse. Je pense qu'il a raison, c'est-à-dire c'est un sentiment aussi de
pas toujours bien faire les choses, de pas assez bien faire les choses, d'être exigeant avec soi-même, d'être toujours... On est quand même beaucoup dans l'autocritique, c'est quand même difficile d'être... J'allais dire, un être humain, c'est beaucoup de responsabilité, beaucoup d'efforts. Et de psychologie un peu négative. Oui, c'est ça, voilà, on peut très vite tomber dans des choses qui sont plus mélancoliques, qui sont plus... Voilà, Et donc, Sartre disait, voilà, c'est pas grave ça, hein, ça fait partie de l'être humain. L'être humain est quand même souvent angoissé, il a moins bien sûr, on a des moments de plaisir, mais sa caractéristique profonde, c'est ça, c'est cette angoisse. Et alors, il expliquait effectivement... Ouais, ça c'est intéressant, parce qu'il expliquait que souvent, en fait, pour effacer cette angoisse, pour avoir l'impression que tout va bien, on se réfugie, c'est ce qu'il expliquait, hein, Sartre, on se réfugie dans un rôle que la société nous donne, enfin une sorte de case, tu vois, qu'on peut trouver assez facilement, qui peut être son métier, où on se dit, bon voilà, moi je suis fait pour ça, donc c'est mon métier. Alors, ça ne veut pas dire que le métier serait un faux semblant, on peut vraiment aimer son métier et il faut le faire. Mais on peut avoir des activités un peu de façade, qui sont un peu qui sont pas forcément nous, mais on est obligé un petit peu de jouer le jeu, on est un peu obligé de faire semblant. C'est un peu ce que nous dit Sartre. Parce que finalement, on a une sorte de retour immédiat sur... voilà, on fait plaisir aux amis, parce que des fois, tu vois, on n'a pas envie d'aller à une soirée, un dîner, etc. Bon, on le fait parce qu'on sait qu'il faut le faire. Et bon, tous ces moments-là, au final, on peut passer une bonne soirée, hein, je dis pas. Hein. Des fois, on y va avec... On se force un peu, et puis finalement, c'est super sympa. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en fait, souvent, on peut aussi masquer un petit peu ce qui nous caractérise vraiment et être vraiment dans un rôle. Alors, il prend l'exemple, en fait, Sartre prend un exemple qui est célèbre dans l'histoire de la philosophie, c'est le garçon de café. Parce que le garçon de café, il connaît super bien son bistrot, il sait super bien manier son plateau, il connaît les prix, il connaît tout. Donc, c'est vraiment le roi du lieu. Mais sauf que, est-ce qu'il est lui-même, quand il joue du coup, cette fonction sociale, cette activité quotidienne? Et c'est pas du tout une critique, parce que Sartre passait son temps dans les cafés et il adorait les garçons de café, il discutait avec eux. Mais il dit, voilà, on est des fois dans des rôles, et lui-même, on disait, oui, c'est justement le philosophe qui va répondre à toutes les questions, etc. Enfin, tu vois, donc chacun est un peu parfois pris dans son rôle social. Et ça nous dit, en fond, on en est bien content parce que ça cache notre angoisse et finalement on va se protège entre voilà, exactement. Mais... c'est pas faux, hein, ce qu'il dit. Mais alors, je termine là-dessus. Ce qui est intéressant avec Sartre, c'est que c'est justement un penseur du rythme, parce qu'il a plusieurs rythmes dans une même journée. Le matin, par exemple, Sartre, il se lève, il va se concentrer pour écrire un livre, il va vivre avec des écrivains du XVIIe, XIXe siècle, il va vivre un peu dans un imaginaire. Tu vois, ça c'est son plaisir du matin, c'est la solitude. Ça peut être des activités qu'on pratique seul parce qu'on sait qu'elles nous apportent tu vois, une certaine satisfaction. Après, l'après-midi, Sartre, il participait à plein de comités politiques, de soutiens sociaux, d'activités, tu vois, où il était un peu un représentant en situation. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui allait vendre des journaux dans la rue, qui militait, qui apportait son soutien aux étudiants à la Sorbonne, qui signait des pétitions, tu vois. Donc, il était au service des autres. Et je pense qu'il en avait un peu marre de ça, quoi. Parce qu'il était connu, donc tout le monde l'appelait « Ah, monsieur Sartre, vous pouvez nous aider, nous on aurait besoin de votre aide. » Alors, il disait oui à tout. Bon, il n'était pas obligé de le faire, après, il faut savoir dire non. Et le soir, il avait un autre rythme. Il allait chez sa fille, Arlette, la fille de Sartre, et il allait jouer du piano. Il se mettait au piano avec juste sa fille. Et, alors il jouait très mal, il n'avait pas le sens du rythme pour le coup. Mais il avait son temps à lui. Donc, il écrit le matin. Il donne son temps aux autres pour faire des activités sociales, les médias, la télé, les activités où il était quand même une vedette, on va dire. Et sans doute, il jouait de ce rôle-là. Et le soir, c'était plus personnel. Mais je pense finalement, il avait une vie comme tout le monde. Et les philosophes, comme nous, ont des vies ordinaires. Et donc, je pense qu'avec Sartre, ce qui est intéressant, c'est que moi, je l'appelle un philosophe polyrythmique. Parce qu'il a toujours essayé de trouver justement un rythme à soi. Il a beaucoup varié, beaucoup changé. Il était capable de faire des ruptures dans ses rythmes, tout en étant quand même au service des autres, d'avoir des activités sociales très, très intenses. Mais il était capable parfois de partir avec Simone de Beauvoir en voiture, aller faire des voyages touristiques et rompre avec ses activités de philosophe assez contraignantes. C'est quoi le pourcentage minimum syndical de rythme journalier ou peut-être hebdomadaire? À quelle fréquence ou cadence, peut-être, on doit ressentir ça pour savoir si on est quand même dans un bon rythme? Je pense, imaginons par exemple qu'on commence un nouveau travail aujourd'hui ou demain. Bon, on ne sait pas trop à quoi on va s'attendre, une nouvelle activité. Bon, on appréhende un peu, on est un peu angoissé, comme on disait tout à l'heure. C'est normal, hein, on découvre une nouveauté. La nouveauté, c'est excitant, c'est un challenge, mais en même temps, bon, on en a un petit peu peur. Après, on peut être totalement déçu, on se dit « Ah, mais c'est pas du tout l'entreprise que j'imaginais.
je trouve pas ma place, les collègues m'ont pas accueilli. Enfin bon, je sais pas, ça peut arriver qu'on ait une sorte d'espoir un peu déçu et du coup on est vraiment dans une contrainte, on y va en traînant les pieds, on est pas. Donc là, on est obligé de. Je pense que c'est pas une question de survie à ce point-là, mais c'est quand même il faut qu'on arrive à aménager des temps de plaisir qui vont être vraiment essentiels pour la journée. Donc là, c'est quoi? C'est quotidien, chaque jour, il nous faut quand même un petit, mais ça, c'est sûr. Shoot oui, c'est sûr. de plaisir, rythme qui nous convient, qui nous remet dans le rythme. Oui, c'est ça, oui. Et ça peut être, par exemple, on est au travail vraiment dans un métier qui nous plaît pas, on se dit, bon, il va falloir que je trouve autre chose, il va falloir que je change. On a la chance aujourd'hui de pouvoir faire des changements de métier plus qu'avant, je pense. Plus qu'il y a 100 ans, par exemple, où c'était très, très ancré quand même dans la société, quoi. C'était très hiérarchique. Je pense que ces moments-là, il faut, une fois qu'on est dans une routine, qu'on est dans une répétition, il faut trouver des petits aménagements à soi. Ça peut vraiment, il faut se dire, je vais quoi qu'il arrive, le midi, au moment où je vais manger, avec un collègue qui est plus ou moins sympa, mais avec qui on a quand même envie de créer un lien. À un moment donné, on va prendre 10 minutes à soi, soit pour faire un exercice physique, soit pour faire un exercice de respiration, soit pour lire un poème qui nous détend, ou faire quelque chose, tu vois, à un moment donné, une petite bulle, créer une petite bulle à soi, pour se remettre un peu en relation, pour que la journée, elle puisse quand même... Parce que sinon, on se dit, oui, il y a encore des dossiers, je suis en retard, etc. Moi, j'ai quand même étudié un peu la société française aujourd'hui. Mon livre, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais. On voit quand même qu'il y a des gens qui le midi ne déconnectent pas, qui continuent de travailler avec les écrans, qui sont quand même dans une recherche de performance. Et c'est important parce qu'il y aura une part de satisfaction. Mais cette performance, c'est-à-dire c'est une course sans fin. On a des dossiers à traiter, on va traiter plus vite. Le télétravail, c'est une bonne chose si on arrive à l'aménager. Je sais pas si on se lève la nuit à 2h du mat, qu'on n'arrive pas à dormir et qu'on fait ses mails de boulot. Ça arrive, franchement. Je suis sûr parce que c'est pas facile de changer de rythme. Et alors à ce moment-là, on pourrait travailler 24 heures sur 24, on va s'épuiser. Tu vois, on va s'épuiser. On peut recevoir ses mails toute la journée, la nuit. Moi, je suis sûr. Voilà, et comment on fait par rapport à ça? Exactement. Comment on fait? Ça, c'est vraiment notre monde d'aujourd'hui. Dans ton dernier livre, tu dis la surcadence ou le surrythme est le nouveau grand mal de 2020-2025. Et c'est marrant parce que tu as écrit ça en 2023. Exact. Donc jusqu'en 2025. Là, j'ai l'impression qu'on est à fond dedans, c'est-à-dire cette espèce de sursollicitation permanente, news, réseaux sociaux, profusion de news et de décisions avec des trucs horribles qui arrivent dans tous les sens. Donc voilà, on est clairement là-dedans. Oui. Comment on fait pour en sortir, en fait? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'addiction, dont on n'est pas forcément conscient. Moi, j'invite l'addiction tout le monde à cette vitesse ou à cette consommation, infobésité. Oui, absolument. À quel moment de la journée on ouvre son portable et on est plongé dans une spirale d'infos, de messages, de connexions. C'est super, on peut être connecté avec plein de gens à tout moment, mais c'est pas forcément ça qu'on recherche. On n'a pas forcément besoin de toujours répondre. Il y a des gens j'ai des amis qui s'inquiètent parce que je leur ai pas répondu dans l'heure ou dans la journée. Mais moi, maintenant, j'essaie de plus en plus de ne pas ouvrir mon téléphone le matin. Je préfère faire justement de danser, de m'amuser, de faire des choses à moi, justement, avec mon rythme, avec des choses qui me plaisent. Et de ne pas être forcément soumis à quelque chose qui va me ramener à cette cadence infernale qui, de toute façon, ne s'arrêtera pas. Bon, on disait que, il y a 50 ans, on disait que, par exemple, New York, c'était la ville qui dormait jamais. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le monde entier qui dort jamais. Et je pense que ça, effectivement, tu as dû en parler aussi avec des psychologues, des sexologues, des gens de tout terrain, de tous âges, etc., qui disent attention. Oui, mais tu vois, attention. Je pense que beaucoup de gens en sont conscients. Beaucoup de gens ont certainement envie de changer de rythme. Je pense notamment vers la quarantaine, cinquantaine. Mais tu as mis aussi un peu le doigt dans l'engrenage. C'est-à-dire que tu as eu ton premier job, tu as peut-être pris ton premier emprunt immobilier, tu as des enfants. Enfin là, et en fait, comment est-ce que tu fais? Parce que je pense qu'il y a une énorme peur financière, aussi de marginalisation vis-à-vis peut-être de tes amis, de ton rythme, enfin de ton entourage. Et souvent, quand on dit changer de rythme, beaucoup de personnes disent « Ah oui, mais je vais pas aller élever des chefs dans le Larzac ». Donc, tu vois, il y a un peu cette espèce de dichotomie entre une envie. Oui. Je prends mon exemple. Voilà. Moi, si en ce moment, je devais écouter absolument mon rythme, j'irais 3 mois en Guadeloupe. Tu vois ? Courir, nager, manger de la papaye. Nickel. Janvier, février, mars, là, en Guadeloupe. Revenir en avril.
Mais bon, c'est pas possible, tu vois, voilà, j'ai 2 enfants, ils sont scolarisés, je les aime, j'ai envie d'être avec eux. Donc, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce rythme, ou changer de rythme, mais dans un monde possible malgré Bien tout, sûr. avec des contraintes financières et réelles? Oui, alors il y a deux choses dans ce que tu dis qui m'interpellent. Il y a d'abord l'angoisse dont on parlait tout à l'heure, Oui. c'est-à-dire qu'au fond, on va rien changer parce que c'est plus confortable, parce qu'on a quand même trouvé un confort de vie matériel. On a effectivement ses habitudes, ses amis, sa famille, et c'est normal. On va pas changer ça et partir effectivement au Larzac, élever des chefs comme ça a été les utopies des années 70, qui n'ont pas marché d'ailleurs, parce que c'était bien sympa, mais c'était Ou une qui carte... ont marché, mais enfin voilà, c'est quand même une réalité de vie difficile Bah aussi. oui, c'est ça, c'est une carte postale en fait, c'est une Oui. image qu'on se fait. Donc je pense que c'est pareil, tu sais, si tu vas aussi aux Antilles, les conditions de vie sont pas forcément... Enfin voilà, les plages, les représentations qu'on se fait, il y a la vie réelle aussi. Oui, derrière. ou alors ça coûte ultra cher d'habiter Ah bah là, oui, si on veut vraiment Oui. être effectivement... sur la plage Mais- fabuleuse. Ouais, mais ça aussi, est-ce que c'est vraiment ça tu sais, Marlon Brando, l'acteur de cinéma qui avait acheté sa propre île, etc., n'était pas forcément heureux de vivre sur une île. Tout Et à à un fait. moment donné, il a dû se remettre aussi au travail, parce qu'on se construit aussi par le dépassement de soi, par l'effort. Donc moi, je pense que là aussi, c'est bien l'oisiveté, c'est bien absolument de lâcher prise. Ça, c'est essentiel. Le lâcher prise, ça ne doit pas être angoissant. Moi, je pense qu'il faut faire une différence entre la peur et l'inquiétude, par exemple. Pour moi, la peur, c'est quelque chose qui va te paralyser. En fait, quand tu as peur, tu peux plus rien faire, tu es bloqué. Tu prendras plus d'initiative, tu vas te protéger, tu vas un peu te remettre dans ta bulle et tu dis non, là j'ai trop peur, je suis angoissé, je veux pas le faire. L'inquiétude, c'est bon, allez, je vais essayer quand même ce nouveau travail, allez, je vais quand même essayer d'aller parler à cette personne que je connais pas. Je suis un peu inquiet. Mais l'inquiétude, c'est pas un frein, tu vois, t'es pas les bras coupés, t'as pas le souffle coupé. Donc la peur et l'angoisse, ça peut être paralysant. Et c'est difficile à surmonter, donc je pense qu'il faut, voilà, travailler sur ses peurs et ses angoisses, ça demande, à mon avis, un travail plus long. Ça renvoie à autre chose chez soi, tu vois. Ok. Par contre, être inquiet, on est inquiet parce que par exemple le métro, tu vois, on emmène ses enfants et on va arriver en retard. Bon, il y a de l'inquiétude, on peut pas être quand même complètement cool et détendu. Mais l'inquiétude, c'est pas forcément quelque chose qui dit bon, bah, voilà, je suis inquiet, moi j'y suis pour rien, c'est les contraintes extérieures, j'arriverai en retard avec mes enfants, bon, on se fera gronder une fois, c'est pas très grave et puis on passe à autre chose. Donc l'inquiétude, elle est, je pense qu'elle est motrice et elle peut nous porter à aller vers des choses qu'on ne connaît pas. Il faut essayer. Je pense qu'il faut essayer. Moi, je suis vraiment... il n'y a aucune garantie, je ne vais pas vous dire, voilà, moi j'ai des solutions rythmiques, absolues, ça va dépendre de chacun. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas, et je pense que c'est des choses qui sont très concrètes. Est-ce qu'on aime courir le matin ou courir le soir? C'est des activités vraiment proches de soi, où l'inquiétude, elle est quand même pas insurmontable, et on va pouvoir expérimenter, faire des choses. Alors évidemment, partir 3 mois en Guadeloupe, moi j'adore les Antilles, la Martinique, j'ai travaillé sur un poète qui s'appelle Édouard Glissant, qui est un poète très très positif. Il a cette phrase qui est très belle, il dit il y a tant de présence dans une ronde de tambour, tellement de langue dans un chœur de reggae ou dans une phrase de Faulkner, tellement d'archipels dans une envolée de jazz, et combien d'énormes rires, de libération et de jubilation quand tout cela se rencontre. Pour moi, c'est une phrase un peu mantra, parce que je la trouve, il parle de musique, il parle de se reconnecter, il parle de la joie, d'une phrase d'un écrivain comme Faulkner ou d'une musique de jazz. Et l'important, c'est le rire, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je pense pas on est partagé entre rire et angoisse. Tu vois, il y a des moments où on peut vraiment se détendre et être apaisé et rire de bon cœur et vraiment partager ça. L'angoisse disparaîtra jamais complètement. Tu vois, voilà, ça c'est quelque chose sur lequel il faut travailler quotidiennement. Mais voilà, cette phrase de Glissant, pour moi, elle dit qu'il y a un plaisir dans la vie, qu'il y a des plaisirs cachés, que malgré les cadences, malgré les contraintes, malgré les excès, la vitesse, voilà, aujourd'hui, pas besoin d'ouvrir son mail à 6h ou 7h du mat. Ça sert à rien de se stresser. Enfin voilà, je pense que c'est des petites choses qui font qu'on doit essayer comme une sorte de glaise, tu vois, comme on a envie de faire une sculpture, de donner une forme à une matière inerte, pas encore modelée. Je pense qu'il faut quand même ne pas dire « Ah, si je pouvais, je partirais, mais maintenant, voilà, j'y peux rien. » Donc, j'ai un rêve fou et j'ai ma vie qui m'empêche. Mais entre les deux, je suis sûr que
Toi, tu sais qu'entre les deux, on peut aménager des choses, aller à un concert de musique, Non, mais partager des choses qui nous... Je suis hyper surprise en fait finalement de la finalité de cette conversation parce que moi je m'attendais à ce que tu me parles finalement de rythme absolu, il faut s'écouter, tu vois, enfin faire le job qu'on aime et tout. Et finalement, ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est que finalement tout est normal, tout ce qu'on vit c'est normal. Bien sûr que parfois on est saoulé parce que il y a des contraintes comme emmener les enfants à l'école pile à l'heure ou voilà, rendre un dossier parce que voilà, on a ses responsabilités et être libre, c'est être responsable aussi pour pouvoir vivre correctement. Et finalement, c'est dans cette un peu folie, trouver notre bien-être à nous de temps en temps, des petits trucs, parfois des grands trucs comme un grand voyage familial qu'on peut faire une fois tous les peut-être 2-3 ans, Exact. Parfois un petit cours de yoga tous les dimanches, enfin, voilà, ce genre de comment est-ce qu'on peut implémenter finalement son rythme et en effet essayer de se couper un peu de cette folie du quotidien. C'est un peu ça finalement si je résume. Oui, c'est ça, oui, mais en fait, moi je pense que plus on gagne en âge et en distance par rapport à ce qu'on... Parce que se connaître soi-même, ça c'est une idée philosophique, hein. Apprends à te connaître toi-même. Bon, moi j'avoue que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Se connaître soi, on n'est jamais transparent à soi-même, on n'est jamais totalement, je veux dire, ni maître de soi, tu vois, on ne connaît pas forcément tout ce qu'on désire, tout ce qu'on aime, et se connaître soi-même, c'est un peu ambitieux, quoi. On n'est pas transparent, en tout cas, on n'est pas des êtres de transparence absolue. Se regarder dans un miroir... Bon, bah, on se voit, mais est-ce qu'on se connaît vraiment? Moi, je pense que la philo qui dit connais-toi toi-même, ça a ses limites aussi. Donc, je pense que c'est plutôt, effectivement, dans le quotidien voilà, dans lequel on est. Dans des aménagements progressifs. Et plus le temps passe, plus par contre, tu vois, le rythme à soi va prendre de l'importance, va prendre de l'ampleur, va prendre de la profondeur. On va être plus inspiré avec le temps qui passe. Quand on est jeune, on a des projets qui sont quand même assez... tranché, assez massif, on est prêt à tout pour arriver à tel objectif, etc. Quand on avance en âge, on a plus de nuances. On a plus, tu vois, c'est comme un dessin impressionniste. Moi, j'ai l'impression que les choses comme ou la glaise dont je parlais tout à l'heure, on modèle quand même un peu plus les choses. Et c'est parce qu'on a l'expérience, on a eu plusieurs jobs, on a eu aussi, voilà, on peut avoir aussi divorcé, s'être marié, on peut aussi... Donc, se connaître soi-même, c'est pas automatique. Ça sert à rien de le dire, le décréter en disant « Connais-toi toi-même et tu seras hyper heureux, ça va être cool pour toi. Oui, mais bon, ça veut dire quoi? Ben non, il n'y a que la vie qui peut t'amener à ça, tu vois. Après, pour le vieillissement, et ça nous amène aussi à ces questions de longévité, comment est-ce qu'on fait pour vieillir en ayant son rythme, vu que on change de rythme, ça on sent que voilà, à 40 ans on n'a pas le même rythme qu'à 20, et j'imagine qu'à 60-70, encore différent. Comment est-ce qu'on peut vivre dans un rythme qui nous convient sans devenir un gros con ou un intolérant? Ah bah oui, tu vois, oui. Parce que moi j'ai quand même l'impression, parce qu'après pour aussi venir sur un point politique, parce que c'est quelque chose qui t'intéresse énormément, mais tu vois, beaucoup de personnes plus âgées politiquement sont engagées dans des individualisations de société, un peu moins dans le partage. Donc comment est-ce qu'on peut vivre à son rythme de plus en plus vieux, sans se couper un peu de cette société qui évolue, pour le dire gentiment. Ah bah oui, bien sûr. Non, mais alors ça, c'est une vraie question que tu poses, et moi, je pense que ça... C'est-à-dire, pourquoi la société d'aujourd'hui, on a l'impression, si on vieillit et qu'on grandit en âge, moi, je pense que le vieillissement, c'est plutôt un accomplissement. C'est plutôt quelque chose qui nous permet de regarder autrement les choses, avec normalement de la distance, et effectivement... Et des fois ça arrive, on regarde les choses avec de la peur, avec de l'angoisse. Ah oui, c'est vrai, on a l'impression que le monde nous échappe totalement, qu'on ne comprend plus les jeunes, on ne comprend plus les manifestations, on ne comprend plus la mondialisation. On a peur, on a l'angoisse dont on parlait tout à l'heure. Justement, là, on est trop dans l'angoisse, pas assez dans l'inquiétude, parce que l'inquiétude, ça nous quand même permet de regarder les choses en se disant, faut être positif, ça peut s'arranger, il n'y a pas de raison que le monde soit pire aujourd'hui qu'hier. Je pense qu'il ne faut pas être utopiste, mais... Moi, je pense qu'il faut donner sa chance au monde d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire être vigilant, ça ne veut pas dire faire attention, mais je pense que le monde évolue et que c'est plutôt psychologique. On a l'impression qu'on n'est plus en phase avec le monde et qu'on en a peur. Et que ça devient pire. Voilà, et ça devient pire. Mais sur quels critères? Franchement, justement, on en parlait tout au début. On a plus quand même de plaisir de consommation, tout en faisant attention à ne pas être dans la surconsommation. On a plus d'occasions de voyager, attention à ne pas être non plus dans la sur-recherche de déplacement. Voilà, mais
là aussi, pourquoi avoir peur du monde d'aujourd'hui ? Moi, je pense qu'on est dans un monde qui progresse, qui évolue, qui n'est pas ni meilleur ni moins bien qu'avant. Il change, il évolue. Il faut juste être vigilant sur les nouveaux défis d'aujourd'hui et essayer d'en trouver un plaisir. Mais moi, l'exemple que je voulais te donner, c'est que, tu vois, à 20 ans, par exemple, ou 25, ou même 30, ou presque même l'année dernière, allez, je m'intéressais pas du tout à mon jardin, aux fleurs qu'il y avait. Enfin, tu vois, j'allais dans le jardin, je prenais un bouquin, j'étais dans mon truc, quoi. J'étais dans mon boulot, j'étais dans mon truc. Et maintenant, je me dis, non, mais j'ai quand même de la chance d'être là. J'ai quand même un jardin. Je regarde les fleurs, ça me prend 5 minutes et franchement, j'y connais rien. Mais je commence à m'intéresser à justement l'horticulture, au fait que les plantes, c'est quand même quelque chose de doux et à protéger. Que finalement, dans son environnement, on ne faisait pas forcément toujours attention parce qu'on va vite, parce qu'on est pris par des préoccupations. Et je me dis que moi, j'ai envie de passer un peu plus de temps. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi, il devient méditatif, il devient un peu philosophe au sens, tu vois, qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est pas désagréable d'abord. Et puis franchement, je me dis, c'est une façon de profiter aussi, tu vois, de profiter des choses autour de nous. Qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute pour vieillir en restant, je pense, dans le positif, sans s'enfermer. Justement, y a moi, il y a mon rythme, je marche comme ça sur la plage et les autres, je m'en fous. Comment est-ce qu'on fait pour tu vois, vieillir Comment est-ce que je peux réexpliquer ? Un peu en harmonie, hein, c'est un peu désuet comme mot, tu vois. Non, mais je pense qu'on peut avoir son rythme à soi et aussi rester quand même intéressé, en interaction avec le monde qui évolue. Qu'est-ce qu'on lit ? Qu'est-ce qui peut nous aider ? Alors, c'est vrai que là, c'est toujours dans le rythme relation, il y a la curiosité. C'est-à-dire effectivement continuer à s'intéresser des choses, pas à tout. Je pense qu'on est dans une sur-information et je pense que les gens sont un peu perdus par rapport à toutes les informations. Donc je pense que ça, il faut pas forcément être angoissé par rapport à ça. Et je pense qu'il faut accepter qu'il y ait des choses qui nous dépassent, qui ne nous concernent pas. Qui nous échappent. Ouais, qui nous échappent. Mais garder une curiosité sur effectivement quelque chose qui nous fera toujours garder un peu cette envie d'aller vers l'eau, d'aller vers une activité, d'aller. Il y a beaucoup de moi, j'ai beaucoup d'amis effectivement qui un jour disent j'ai envie d'aller m'inscrire dans une chorale, faire du chant le soir 2 fois par semaine. On chante ça peut être des chants religieux, des chants. C'est totalement loin de mon univers, mais en fait, je suis passé devant et j'ai ouvert la porte. Alors au début, on se dit bon, qu'est-ce qu'on et toutes ces activités-là, physiques, psychiques, artistiques, mentales, culturelles. On peut s'investir dans une association. C'est pas forcément, encore une fois, une question de temps. C'est-à-dire qu'il faut faire par rapport à soi, aux disponibilités qu'on a. Mais cette curiosité, ça peut vraiment nous ouvrir des portes qui nous reconnectent aussi justement avec des choses qu'on avait peut-être laissées de côté. Et pourquoi on fait ça, par exemple ? Pourquoi on ouvre une porte pour aller s'inscrire dans une chorale ? C'est sans doute qu'il y a quelque chose qui remonte à son enfance, à ses parents qui chantaient peut-être quelque chose. Tu vois, on fait pas les choses par hasard. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, tu vois. D'ailleurs, tu parles souvent en fait de revenir un peu à l'enfance, de retrouver un peu son enfant libre. C'est aussi des phrases qu'on entend parfois dans des coachings. Quand est-ce que tu es un peu en mode enfant libre, quoi, comme si tu jouais et que tu peux pas t'arrêter. Mais ça, c'est en fait, chacun peut le dire à sa façon, mais c'est quelque chose qui en soi, effectivement, nous reconnecte avec quelque chose qui nous a, à un moment donné, c'est important quand même le souvenir, la mémoire, quelque chose qui, justement, alors ça c'est aussi, pour pas être dans la nostalgie, parce que ça c'est dur aussi, je pense. Dans le regret, quoi. Exactement, voilà, pour pas être prisonnier de ça. On peut en avoir, hein, moi, évidemment qu'on en a, mais est-ce qu'on en est prisonnier ? Est-ce qu'on se dit, j'ai raté c'est foutu, maintenant je regrette, j'aurais jamais dû, etc. J'aurais dû être chanteuse lyrique, finalement je suis expert comptable. Voilà, on se dit, ça n'a rien à voir. Oui, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça aujourd'hui. Oui. Surtout, je pense, tu vois, avec cette un peu folie de développement personnel sur les réseaux sociaux, change de vie, deviens ton propre acteur. Beaucoup, on met très en avant les gens qui sont auto-entrepreneurs, ou voilà, qui montent un peu leur business. Ouais. Tu vois, prof de yoga, nutrithérapeute... Et on a l'impression comme ça que d'un seul coup, je marche au soleil le matin parce que je suis devenue naturopathe. Je consulte des naturopathes, donc il n'y a pas de problème. Mais tu vois, il y a un peu une espèce de mise en avant absolue de
s'accomplir comme ça en changeant de vie. Et finalement, il y a quand même aussi beaucoup de déceptions. Enfin, je pense qu'il faut quand même aussi en parler. Il y a de la déception, il y a aussi des plantages financiers où, voilà, enfin, finalement, ça correspond pas parce que finalement, si tu es masseur ou naturopathe, bah, tu bosses le week-end, tard le soir. Enfin, tu vois, finalement, c'est compliqué aussi. Bien sûr, tu Donc, j'ai fait une digression. Mais je veux dire, c'est bien aussi de parler de ce côté enfant, mais on ne peut pas non plus être tout le temps dans cette espèce d'enfant gâté à toujours vouloir mieux, mieux, mieux. Et c'est pour ça que je trouve assez rassurant finalement dans notre conversation. D'ailleurs, je ne m'y attendais pas, quoi. Finalement, il faut quand même accepter une dose de contrainte. Bien sûr. Et c'est ce pourcentage un peu de... Ah oui, c'est un équilibre qui est jamais définitif, jamais satisfaisant. On parle d'équilibre, en fait, on parle d'équilibre de rythme, comme on peut parler d'équilibre dans le sport ou d'équilibre dans l'alimentation ou dans son couple. Ah oui, moi je suis très sensible à ça, c'est-à-dire les équilibres, c'est pas en tout cas des dosages, des pourcentages absolument. On peut par exemple évidemment mesurer ou la quantité de nutriments qu'on mange, c'est-à-dire être vraiment très précis sur toutes les dimensions de sa vie pour maîtriser le maximum tu vois, d'éléments de son quotidien, pour essayer d'être maître de soi, tu vois, pour essayer vraiment d'être dans la maîtrise et l'assurance de soi. Est-ce que voilà, après la course au zen, à la zen attitude absolue, d'être dans ce petit nuage d'enfance que tu parlais tout à l'heure, il peut y avoir des plantages, il peut y avoir des ratages. Donc je pense que c'est un équilibre plutôt émotionnel. Ça, c'est important quand même de faire confiance à ses émotions, et aussi d'être capable de prendre de la distance à soi, de prendre du recul sur soi, de pas forcément être de toute façon, mais tu le dis aussi par exemple sur tes vidéos, il y a des jours où on n'a pas envie d'y aller, la performance elle n'est pas forcément au bout du... T'as regardé ma story d'hier? Je regarde ta story de temps en temps, ouais, je sais. Mais en même temps, c'est bien que tu partages aussi ces moments où voilà, chaque journée est différente, elle ne se ressemble pas, il y a des jours où c'est plus difficile d'y aller, et il faut se donner, soit faire un effort, ou de temps en temps aussi voilà, se dire bon, je vais peut-être faire un peu moins aujourd'hui, je vais peut-être essayer... Voilà, de prendre un peu plus de temps autrement. Oui, finalement, c'est un peu une fine ligne où on pondère entre le... Complètement. Il faut pas trop s'écouter, mais pas trop. Bah c'est ça, voilà. En tout cas, il ne faut pas être forcément dans la quête de performance en disant je dois, il faut, etc. C'est-à-dire, cette ordonnance-là, il faut l'équilibrer aussi avec un peu de pragmatisme, un peu de recul, un petit peu effectivement de distance par rapport aux exigences qu'on se donne. Et aux comparaisons qu'on peut avoir. Ben oui, parce que là aussi, on va être toujours après, on va se dire je suis jamais assez bien, je fais jamais assez, j'ai craqué, je me suis acheté, j'ai mangé telle chose. Enfin, tu vois, on est dans... J'ai pris des billets d'avion, j'aurais pas dû. Ouais, mais en fait, ça, c'est des expériences à soi, et je pense que ça nous apportera toujours tu vois, une expérience, quoi. Et donc le temps qui grandit, en fait, le temps qui avance, c'est un temps qui gagne en maturité, qui gagne en profondeur, qui gagne en exigence, en qualité. Et donc je pense que c'est important d'écouter toujours aussi ce que nos aînés nous disent, parce que eux, ils ont justement alors peut-être qu'il peut y avoir aussi justement, comme tu disais tout à l'heure, parfois des tentatives de repli sur soi, des moments où on a l'impression que les gens sont un peu coupés du réel, mais voilà, c'est un chemin, le rythme, c'est un chemin qu'on trace, qu'on dessine. Nous, le mieux qu'on puisse faire, c'est les aider. Eux, le mieux qu'ils puissent faire, c'est nous aider aussi. Nous, on est, voilà, le rythme relation, c'est aussi s'aider mutuellement. Par exemple, quand on a des enfants, est-ce qu'il faut les pousser à faire beaucoup d'activités et être performants dans ces activités? C'est intéressant ce sujet. Ouais. Est-ce qu'il faut être les meilleurs à chaque fois dans ces activités? Est-ce qu'il faut? À ce moment-là, si on dit il faut, je pense que déjà ça commence à sentir le roussi. C'est un peu compliqué le il faut. Pourquoi cette exigence, alors que c'est une activité de plaisir où on se recherche soi? On va en tirer quelque chose, mais je pense qu'il faut effectivement laisser là aussi. Alors, encore une fois, on disait être libre, c'est être responsable, mais il ne faut pas être trop dans l'exigence, il ne faut pas être trop dans la performance absolue. Certains peuvent y arriver. Certains voudront aller vers plus d'efforts parce qu'ils sentent que leur corps le permet, que leur mental le permet, Ils ont cet élan. Ouais, ils ont cet élan, ils ont cette énergie, et c'est ce qui leur correspond. Voilà, donc ça c'est très bien. D'ailleurs, il faut trouver sa discipline pour le faire, parce que tout n'est pas toujours aussi facile. On ne peut pas être en jouant aux échecs, en faisant du vélo, en faisant du tennis, en faisant du foot, en faisant de la course. On n'est pas toujours dans la même exigence, quoi. Donc il faut pas être toujours dans cette quête de performance, mais... Moi, je trouve que c'est très beau de regarder les sportifs
quand même, qui nous inspirent. Parce que les sportifs, c'est ceux qui, aujourd'hui, grâce justement à des techniques alimentaires, des techniques de coach, des techniques de suivi, peuvent accompagner leur corps vers des performances incroyables, très belles aussi, très esthétiques, très jolies à voir. Et là, on est dans quelque chose qui est, tu vois, qui est totalement maîtrisé. On n'a pas toujours les coulisses d'ailleurs de ça, hein, comment les sportifs font pour être aussi balèzes, enchaîner les compétitions, etc. Moi, je trouve ça inspirant. Je trouve ça inspirant parce que c'est beau, mais je sais que... Ils sont pas dans leur rythme. Ben, en tout cas, moi, je suis pas dans le leur. Moi, mon rythme à moi, il est pas dans cette quête de... Il est en regardant la beauté sportive, en me disant, bah, moi à mon niveau, si je peux faire quelque chose qui m'apporte du plaisir, ce sera déjà super. Ce sera déjà une belle activité, pas une performance mais une activité. Moi quand j'étais petit, mes parents m'avaient inscrit à plein de trucs. J'ai fait plein de choses. Je pense que je voulais leur faire plaisir. Donc je restais à tout faire, hein. Je l'ai dit non mais je peux enchaîner cours de solfège, cours de judo, cours d'échecs le soir, enfin tu vois à un moment donné, les parents, ils veulent... bon, c'est un peu de la folie, quoi. Enfin, moi, je trouve que mes parents, ils ont fait trop. C'est un peu de l'excès. Pas besoin d'en faire 3 dans la même journée. Une activité, c'est déjà bien. Donc moi, je suivais pas mon... En même temps, les enfants, c'est pas toujours facile, justement, de savoir quel est leur rythme. Voilà, et puis de dire non à ses parents. Bon, Oui, ils nous payent des activités et tout ça. Bon, alors effectivement, aujourd'hui, je me dis j'en ai fait trop quand j'étais petit. Qu'est-ce que je peux garder de tout ça? Qu'est-ce que je peux garder de ces moments un petit peu où j'avais peut-être pas forcément envie d'y aller et puis je l'ai fait quand même pour faire plaisir à mes parents. Bah, aujourd'hui, j'essaie de me dire qu'il y a quand même le mot plaisir. Moi, je l'ai fait pour faire plaisir à mes parents. C'est pas pour moi. C'est très intéressant. Ouais, il y a quand même cette idée de plaisir qui était un peu notre... Alors je sais pas si mes parents, je leur disais, t'as vu, j'ai bien... Enfin, on est quand même comme ça quand on est enfant, on a envie de montrer... La recherche de reconnaissance. Exactement, ouais, exactement. Donc on prend un rythme qui n'est pas forcément le nôtre, on y va pour faire plaisir aux aînés, aux parents. Et bon, j'ai pas su dire non, j'en ai fait beaucoup, peut-être un peu trop. Aujourd'hui, j'essaie de me dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux garder moi de ça, qu'est-ce que ça m'a apporté. Est-ce que ça peut m'amener à me reconnecter à certaines activités? Tu vois, je me dis, en fait, c'est bien, c'était une chance. Je l'ai vécu quand même de manière un peu dure, un peu contraignante. C'est le temps qui m'a permis ça, le temps qui passe. J'ai arrêté ces activités, j'en choisis maintenant quelques-unes qui me plaisent. Le tennis, le vélo, la piscine. Sans animosité ni regret vis-à-vis de ce temps passé, quoi. Oui, voilà. Tu l'acceptes, en fait, accepter ce qu'il en est et comment tu continues avec ça, quoi. Voilà, et retrouver en fait ce qui faisait quand même la notion de plaisir dans tout ça et ce qui permet aujourd'hui, voilà, de se dire avec le temps qui passe, on essaie de se remettre à des choses qui nous plaisent. Et je pense que ça, c'est le temps, c'est grâce au temps, hein. C'est vraiment, moi je suis très sensible au fait que moi je suis plus heureux maintenant qu'à 20 ans. Oui. Je me mettais trop de pression. Je suis d'accord. Je voulais toujours faire plaisir à mes parents. Enfin voilà, tout dépend dans l'univers dans lequel on est. Mais mon cas n'est pas une généralité, mais tu vois ce que je veux dire. On peut très bien, à 20 ans, être quand même tout le temps à rechercher quelque chose qui n'est pas forcément ce qui nous correspond. Et avec le temps, le plaisir prend le pas. Je fais des cours à la fac. Enfin, je prends mon cas. Je fais des cours à la fac que des choses qui me plaisent. Je parle que de choses que j'aime. Enfin, j'essaye, hein, encore une fois, je ne me connais pas complètement, donc je me dis ça va m'intéresser, ça va peut-être les intéresser. Mes élèves m'aiment bien parce que je suis pas derrière mon bureau à lire un cours en parlant de notes, en parlant de... Je pense qu'il faut... Voilà, c'est un exemple, hein, mais c'est en termes de relations, je me dis c'est bien de partager des choses qui nous plaisent et les élèves vont le ressentir. Mais pareil, quand je fais des universités populaires le soir avec des publics très variés de tous âges, ils aiment venir parce qu'ils savent qu'ils ont quelqu'un de passionné. Et c'est comme ça qu'on peut transmettre, je pense, aujourd'hui des choses. Voilà. Pour terminer notre conversation, j'aimerais qu'on parle politique, parce que c'est aussi un sujet sur lequel tu as écrit et réfléchi. Et notamment, tu parles dans ton dernier livre, donc à chacun son rythme, pas forcément de politique, mais malgré tout de révolution, de Rosa Parks. Est-ce qu'il faut faire un gilet jaune du rythme? Est-ce qu'on doit un peu tous se soulever contre le côté un peu métro-boulot-dodo? Tu parles de métropolisation de la vie ou de l'enfer du rythme. Est-ce qu'on doit un peu tous se soulever contre ça et demander à ce que chacun puisse avoir un peu le rythme qu'il veut dans sa vie? Ou pas, en fait? Est-ce qu'il faut révolutionner tout ça? Alors, je pense pas. Moi, je prenais des exemples de personnalités qui, à certains moments de la société, et ça va peut-être encore arriver justement avec l'IA ou avec tous l'évolution de la société, hein, il y a des moments, il y a des femmes, des hommes qui disent « ça suffit, stop ».
c'est pas forcément une question de révolution radicale ou directe. Rosa Parks, elle refusait la ségrégation raciale, donc le racisme dans son pays, à une date qui est pas très lointaine, 1955. Tu vois ? Moi, des choses comme ça me semble fou que le monde, à certaines époques, n'ait pas pris conscience qu'il fallait absolument changer. Et donc là, c'est un rythme violent qui était imposé à une société, et il fallait refuser ça. Donc cette dame est sortie, a changé de place dans le bus. Toutes ses amies, par solidarité, ont refusé ensuite de prendre le bus dans la ville en Alabama, à Montgomery. Donc c'est des personnes qui, à un moment donné, ont voulu rompre avec un rythme injuste, totalement injustifié, totalement violent. Simone Veil, pour le droit à l'avortement, en tout cas pour la libération aussi du corps des femmes, pour la possibilité aux femmes de choisir leur vie, leur corps, a dit non aussi à une société qui était très conservatrice, elle a dû lutter contre beaucoup d'hommes à l'Assemblée, au Parlement français, qui étaient très rétrogrades, réactionnaires, qui ne comprenaient pas cette... Après, voilà, nous, ensuite, ça nous paraît, heureusement qu'il y a eu ces changements de rythme, heureusement qu'on a apporté toutes ces, pas forcément révolutions, mais en tout cas rupture de rythme, parce que le rythme devenait intolérable. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui est vraiment intolérable dans la société, qu'est-ce qui peut pousser vraiment ensuite les gens à la fragilité, à la difficulté, mais c'est sûr que ça continue sous d'autres formes. Mais voilà, là on progresse, tu vois, c'était des ruptures de rythme qui ont permis de faire progresser la société. Donc je donne ces exemples-là, pas forcément pour dire qu'il faut refaire la même chose aujourd'hui, mais pour dire que dans certaines conditions, parce qu'il y a des pays par exemple où la liberté d'expression est interdite, il y a des pays en guerre, il y a des pays où il y a des violences sur les femmes, les enfants. Ça, il faut que quelqu'un, une personne, un homme, une femme, un groupe... à un moment disent il faut rompre avec ça. Moi je ne sais pas si j'en aurais le courage, mais il faut avoir un certain courage de rupture de rythme. Donc ça, je raconte que dans l'histoire même récente, j'essaie de prendre des exemples du 20e, 21e siècle, où il fallait vraiment rompre avec un rythme raciste, injuste, machiste, insupportable, et ça c'est plutôt pour réfléchir au rythme collectif. Parce qu'on a des rythmes collectifs qui nous conditionnent quand même. Imagine les femmes qui n'avaient pas le droit de vote, par exemple, tu vois, dans les années 30, 40 et tout ça. Ma grand-mère. Bah voilà, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est-à-dire que c'était des situations où les femmes avaient un rôle absolument prédéterminé, obligé, restreint, insupportable, injuste. Et tu vois, là, comment on a conscience de ça ? Qui va faire le premier pas ? Qui va permettre... Alors, moi, je pense que ça, c'est simplement une idée qui peut être aussi très quotidienne. On peut faire ça dans sa journée, au jour le jour. Oui, en fait, on peut aussi soi-même être un peu en rupture par rapport à cette condition-là. Oui. En, par exemple, planquant son smartphone dans un coffre-fort de son placard... pour toute la famille à partir de 19h, par exemple, jusqu'à 9h du matin, enfin voilà. On peut aussi faire sa propre auto-rupture de rythme. Qui sont pas faciles, qui sont difficiles à faire, qui peuvent rencontrer de la résistance. Les enfants vont dire « Attends, tu rigoles, tu veux pas que je... Non mais attends, tu m'enlèves ma vie là, tu m'enlèves... » Enfin, je caricature à peine parce que j'entends ta fille là, tu m'enlèves ma vie, je l'entends. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ma fille a beaucoup plus de distance avec ça. C'est moi qui suis accro, qui suis très addict. Et c'est pas normal. Il y a des jours où je me dis à partir de quelle heure je vais me connecter. Oh là là, il faut vraiment que je retarde ce moment-là parce qu'il y a d'autres choses, tu vois, le jardin, la vie. C'est-à-dire que le rythme collectif, c'est ce qu'on fait, ça engage aussi les autres autour de nous. Et donc ça, c'est quand même important aussi d'essayer de créer justement du bien-être, de la relation. Peut-être faire une journée par semaine où on va tous se promener en campagne. Voilà. Peut-être que tout le monde n'a pas envie d'être là à ce moment-là, mais c'est bien de partager. Enfin, je dis il faut. Là aussi, l'impératif n'a pas de sens dans ce cadre. Mais c'est bien de trouver quelque chose qui nous réunisse. Ça peut être un jeu de société sans écran, ça peut être effectivement une balade, ça peut être un moment où on partage des lectures. Moi, je trouve ça super. J'ai l'impression d'être dans une autre époque. On est tous dans le salon, chacun a un bouquin. Ça dure pas longtemps, mais j'ai l'impression qu'on est tous à lire un truc. On se parle pas, il y a un silence. J'ai l'impression qu'on est à une autre époque. Il y a pas les bruits, il y a pas le... Enfin, tu vois, une sorte de bruit permanent qu'on a. Parce que dès que tu reçois des notifications, il y a quand même une sorte de... on est dans un rythme quand même assez... Et ces moments-là où... Moi, quand j'étais petit, on allait tous à la bibliothèque prendre des BD ou des bouquins. Et avec mes frères et sœurs et tout ça, on se mettait tous dans le salon. Chacun lisait, on mangeait des gâteaux, on lisait. Mais c'était un moment de silence. Et c'était un rythme aussi qu'on partageait. Donc, il n'y a pas forcément besoin de bruit, il n'y a pas forcément besoin de parler. Il n'y a pas forcément besoin de faire des choses totalement compliquées à mettre en place, tu vois. Et
ces petits moments-là, après, on est content de l'avoir fait. Et c'est chouette. J'ai vachement aimé notre conversation hyper positive et aussi très, franchement, rassurante sur le côté normalité de la contrainte. Chacun son rythme, le trouver, on tâtonne. Et finalement, on est tous un peu là-dedans, quoi. Exactement. Et puis peut-être qu'à un moment donné, son tempo va nous faire ressentir quelque chose. On dit, j'y suis presque, peut-être que ça me correspond, peut-être que ça y est. Après, ça va peut-être disparaître, ça va peut-être être... c'est jamais définitif, mais expérimentons, essayons. Comme tu dis, Lucie, merci beaucoup en tout cas pour cette conversation. Merci beaucoup, Alyosha. À chacun son rythme, édition Le Pommier. Je vous recommande vraiment, ça se lit très bien. Il y a beaucoup de références très intéressantes de livres, de musique que j'ai beaucoup aimé. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode. Faites-nous part de votre expérience, de vos réflexions. Est-ce que vous avez trouvé votre bonheur, votre rythme au quotidien ? Un rythme relatif, bien sûr, puisque en fonction des étapes de nos vies, notre rythme varie. Allez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, au podcast, partagez-le et vivez vieux. Salut!